Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un tueur. Un tueur bien creepy, bien crade. J'ai envie de dire un tueur comme on les aime, mais non, on les aime pas tant que ça. En soi, on préférait qu'il n'ait jamais existé. Je vais vous raconter son histoire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans l'histoire de Robert Pickton. Robert Pickton était l'enfant de Leonard et Louise Pickton, des personnes qui vivaient dans une ferme spécialisée dans l'élevage de cochons. Cette ferme se situait non loin de Vancouver. Robert a eu une sœur, mais sa sœur a été envoyée à Vancouver parmi des membres de la famille, loin de la ferme d'élevage de cochons, parce que les parents considéraient que la ferme n'était pas l'endroit approprié pour élever une jeune fille. Par contre, concernant Robert, là, on se pose pas de questions. Robert sera destiné à devenir fermier comme ses parents, il n'a pas le choix. D'ailleurs, cette ferme compte énormément pour la famille, notamment la mère, Louise, qui va plutôt privilégier l'élevage des cochons plutôt que l'éducation de ses enfants. Par exemple, elle va préférer que ses cochons soient en bonne santé, nettoyés, etc., plutôt que son fils soit propre. Donc Robert était forcé à travailler pendant de longues heures, et on l'envoyait à l'école après sans forcément avoir pris une douche au préalable. Ses vêtements étaient sales, il sentait le cochon puant, donc à l'école, Robert se faisait pas mal embêter à cause de ça, on l'avait baptisé le cochon puant. Bien que sa mère était quelqu'un d'assez axé sur la discipline, pas la discipline concernant l'éducation, mais concernant le travail à la ferme, Robert en était quand même très proche, bien plus proche qu'il ne l'était avec son père, qui lui était assez violent. Robert a grandi, il est devenu adolescent, son travail à la ferme lui rapporte un peu de sous, et il décide d'économiser pour s'acheter son animal de compagnie, pas un chien, pas un chat, un veau. Sauf que, il y a eu un accident. Il se trouve que Robert était allé à l'école, tranquillement, la journée s'est bien passée, il avait hâte de retrouver son animal de compagnie en rentrant chez lui, sauf que malheureusement, l'animal est introuvable. Robert en parle à sa mère Louise lui dit « va voir dans la grange », et en arrivant dans la grange, là il trouve son animal, mais malheureusement pas dans l'état dans lequel il s'attendait, parce que son veau bien-aimé a été abattu. Après cela, c'est la dégringolade pour Robert, ses notes chutent à l'école, il décide d'arrêter, alors qu'il n'a que 14 ans, et il décide de rentrer tout de suite dans la vie active en prenant un poste d'apprenti boucher. 7 ans plus tard, il décide de quitter son poste de boucher pour se mettre à plein temps, à plein régime dans l'entreprise familiale, la ferme d'élevage de cochons. Son père décède en 1978 et sa mère un an plus tard, 1979, donc Robert devient l'héritier principal de la ferme familiale. Robert n'était pas seul, il avait un frère et une sœur, sa sœur Linda qui avait été envoyée loin de la ferme. Son frère avait à peu près eu le droit à la même vie que lui, une vie où il devait travailler, sauf que pour Linda comme pour David, eh bien pour eux l'histoire de la ferme c'était terminé. Linda a dit moi je ne veux rien du tout, David lui a dit je prends que la maison, la ferme, Robert tu peux la garder, et du coup Robert a géré tout seul la ferme. Plutôt que de se prendre une maison, Robert lui décidait de vivre dans une caravane qu'il avait placée de manière assez éloignée de là où il travaillait à la ferme. La vie à la ferme suit son cours, Robert continue de travailler, il embauche même des employés dont un Bill Hiscox qui a dit que la ferme avait une allure très lugubre. Et c'est là qu'on va avoir également une description de qui était un peu au quotidien Robert. C'était quelqu'un en soi qui ne faisait pas de vagues, assez calme, assez discret, qui avait parfois un comportement bizarre, qui n'était pas addict aux drogues ou quoi que ce soit, et c'est juste en fait ce comportement bizarre qui parfois attirait un peu l'attention sur lui. Le business de la ferme commence petit à petit à décliner, non pas que, on va dire, le business est mort, mais on va dire que la gestion plutôt de la ferme laissait à désirer, ce qui fait que plutôt que de continuer à travailler dans le domaine agricole, cette fois-ci, Robert s'associe avec son frère pour créer un organisme de bienfaisance à but non lucratif, où le but, officiellement, c'est d'organiser, de coordonner, de gérer et exploiter des événements spéciaux, des galas de danse, des réceptions ou encore des expositions ou des spectacles pour d'autres personnes, d'autres organismes. En gros, par exemple, vous êtes un photographe et vous voulez exposer vos photos, les frères Pickton donnaient leur ferme à votre disposition pour que vous puissiez exposer vos photos. En gros, ils avaient transformé la ferme en sorte de salle des fêtes. Sauf que officieusement, ils se servaient de ça, de cet organisme de bienfaisance pour organiser des rave parties, des fêtes sauvages, où pas mal de prostituées de Vancouver étaient conviées. Et c'est des trucs qui ont plutôt bien marché.
Jusqu'à 2000 personnes se sont pointées à la ferme pour ce type d'événement. C'est le 23 mars 1997 qu'on va commencer à voir le début de la carrière criminelle de Robert Pickton. Il est accusé d'avoir essayé d'assassiner quelqu'un, une tentative de meurtre. Tentative de meurtre sur une femme, Wendy Lynn Highstater, avec qui il aurait eu une altercation à la ferme. Il l'avait poignardée à plusieurs reprises, mais la jeune femme n'a pas succombé à ses blessures, c'est pour ça qu'il n'y a eu que tentative de meurtre et pas homicide directement. La jeune femme a témoigné à la police, elle a dit que Robert Pickton l'avait menottée, qu'elle avait réussi à s'échapper, et que pendant qu'elle était captive, elle avait subi plusieurs lacérations de la part de Robert Pickton. Quand elle a voulu s'enfuir, elle a réussi à désarmer Robert et à le poignarder avec sa propre arme, et Robert lui est parti à l'hôpital pour se faire soigner de sa blessure. Robert Pickton a été libéré sous caution, et en janvier 1998, donc un an après les faits, Robert Pickton a été acquitté. Un peu plus tard, là, les frères Pickton sont accusés non pas de tentative de meurtre, mais sont accusés concernant des faits plutôt professionnels. En gros, ils ne respectaient pas certaines restrictions par rapport à leur activité d'agriculteur, et en plus de ça, leur ferme avait été modifiée, ils avaient un peu modifié sa disposition, et du coup, ça ne rentrait plus dans les normes qu'ils devaient respecter. Ces modifications avaient été faites pour que les deux frères puissent justement organiser toutes les soirées qu'ils organisaient. Sauf que, les deux frères, ils se sont dit, on s'en fout. Ils ont continué à organiser des fêtes, notamment un nouvel an en 1998, sauf que là pour la justice, c'est la fois de trop, ils se disent, les gars, vous abusez, on vous a demandé de tout remettre en ordre, là vous ne respectez pas ce qui a été demandé, donc les fêtes, c'est terminé. Et c'est là que l'organisme de bienfaisance qui organisait des soirées a été dissous. Donc là on a déjà deux aspects criminels bien distincts. On a l'aspect criminel, on va dire tel qu'on peut l'entendre de manière assez classique avec des tentatives de meurtre, et on a aussi un aspect criminel mais plus d'un côté business, un peu les affaires de col blanc. Et bien maintenant que le côté business est terminé, qu'il n'y a plus cet organisme de bienfaisance, et bien c'est le côté criminel un peu plus classique avec les meurtres qui va ressortir chez Robert Pickton. D'ailleurs, l'employé de la ferme, Billy Hiscox, a dit qu'il avait remarqué que, étonnamment, des femmes qui venaient visiter la ferme disparaissaient. Il a prévenu la police, et le 6 février 2002, la police vient avec un mandat de perquisition pour pouvoir rentrer dans la ferme et enquêter. Mais le sujet n'est pas la disparition des femmes, le sujet c'est que il y a supposition de possession d'armes à feu. Donc Robert et son frère sont arrêtés, la police obtient un second mandat de perquisition pour pouvoir approfondir les fouilles, et en plus de ça, là on associe la disparition des femmes au mandat de perquisition. On se dit maintenant, on vient plus chercher juste des trucs par rapport à des armes à feu, on va aussi chercher des trucs par rapport à des femmes qui auraient disparu. Et oui, des effets personnels de femmes ont été retrouvés dans la ferme. C'était des effets personnels à des femmes qui avaient été signalées disparues, donc là la police s'est dit ok, on boucle tout et on va voir ce qu'on peut trouver. Les frères Pickton qui avaient été arrêtés ont été relâchés par rapport à la possession d'armes à feu illégales, mais Robert Pickton était un peu suspicieux, du coup la police s'est dit lui, on le garde sous surveillance. La police continue d'enquêter dans la maison, et là, c'est l'hécatombe. À partir du 22 février 2002, il y a des chefs d'accusation qui vont se rajouter comme ça, en continu, sur la tête de Robert Pickton. D'abord, on va dire, 2 meurtres au premier degré. Car oui, on accuse du coup Robert Pickton d'avoir assassiné, vu qu'on a retrouvé leurs effets personnels, Serena Abotsway et également Mona Wilson. Et après, de jour en jour, hop, on associe un autre meurtre, un autre meurtre, un autre meurtre, jusqu'à ce qu'on arrive à un total de 27 meurtres. C'est une affaire à l'époque qui a retourné le Canada, c'est la plus grande enquête concernant un tueur en série au Canada, et tout a été absolument retourné. L'enquête a coûté très cher. On a clôturé totalement la propriété, on a démoli des bâtiments pour voir s'il n'y avait pas des choses qui avaient enterré sous les fondations. Vraiment, tous les moyens ont été mis à disposition des enquêteurs pour retrouver le moindre petit détail concernant cette affaire. On a retrouvé des corps, ici et là, sur la propriété des Pickton. Mais les analyses médico-légales ont été très compliquées, parce que les corps étaient soit décomposés, soit ils avaient été partiellement mangés par des insectes, ou carrément même qu'ils avaient été donnés à manger à des cochons de la ferme. Rappelez-vous une histoire que j'avais déjà racontée, une histoire qui disait qu'un cochon, quand il voit un être vivant, qu'il soit humain ou pas, dans son enclos et qu'il ne bouge pas, au bout d'un moment, il le bouffe. Supposition très dégueulasse de la part des enquêteurs, c'est qu'on se dit, sachant que Robert Pickton, ces cochons, il les vendait, ils vendaient leur viande. On suppose qu'il aurait broyé certaines de ses victimes, aurait mélangé leur chair à de la viande de cochon et qu'il les aurait vendues au public. Donc ça veut dire que des gens ils sont allés acheter leur viande tranquillement chez le boucher, et en fait ce qu'ils ont mangé c'était à moitié de la viande de cochon et à moitié de la viande humaine.
Bon appétit bien sûr. Autre détail sordide, Robert Pinkton avait un congélateur chez lui rempli de chair humaine. Comme nous on pourrait conserver nos petits steaks congelés, lui il conservait de la viande humaine. Il y a eu procès. Robert Pinkton, contrairement à d'autres tueurs qui eux savaient qu'ils étaient foutus, a plaidé non coupable. Et le procès a subi quelques rebondissements parce que d'abord il était interdit au public, les médias ne pouvaient pas y assister et révéler des informations et tout, mais à un moment donné cette interdiction de révéler des informations a été levée et donc on a eu des détails venant de l'enquête elle-même très sordides. On a appris au cours de ce procès notamment que Robert Pinkton avait des crânes chez lui, qu'il avait fourré de mains et de pieds de ses victimes. Il y avait des restes dans des sacs poubelles, des vêtements qui traînaient dans d'autres sacs. On a retrouvé des dents à côté de l'abattoir de Pinkton, un revolver avec attaché à son bout un jouet pour se donner du plaisir. Et en fait, il n'avait pas fait ça pour se donner du plaisir avec son pistolet et son truc. Non, en fait il avait fait ça pour transformer son arme en arme silencieuse. Genre il avait créé un embout de pistolet silencieux de fortune. Comme quoi il en avait quand même un peu dans la tête. Je sais pas si ça marchait, hein. Ça j'ai pas la preuve, mais en fait quand tu as la vision de l'arme, c'est marrant, mais quand tu sais pourquoi il y avait ça, ça l'est moins. Le verdict a été rendu, le jury a décidé de qualifier les meurtres de Robert Pinkton non pas de meurtre au premier degré, mais de meurtre au deuxième degré. Il a été emprisonné à perpétuité avec possibilité. Je dis bien possibilité de libération conditionnelle après 25 ans passés en prison. Il reste encore quand même 12 ans. Donc dans 12 ans, c'est possible que cet homme soit remis en liberté. Peu probable, mais c'est possible. On en a fini pour l'histoire de Robert Pinkton. J'espère que c'est une histoire qui vous a intéressé. Bon, à chaque fois que je parle de ce genre d'affaires, je vais plus m'étaler sur les faits et ce qui s'est passé plutôt que sur le procès et tout ce qui s'est dit pendant le procès. Moi, personnellement, c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus, sauf si vraiment il y a des révélations, des rebondissements au cours du procès. Mais je dois bien vous avouer que quand on dit oui, il a fait appel et en fait ils ont revu tel et tel truc, mais en fait ça s'est pas passé, etc. Moi personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment, donc c'est pour ça que j'ai tendance à écourter un peu cette partie-là et à présenter juste pourquoi il a été accusé, quel a été le verdict rendu, et on n'en parle plus. Voilà, parce qu'après, bon, dans cette affaire-là, très rapidement, en gros, vous savez, je vous ai dit qu'il avait été accusé de 27 meurtres, mais en fait, ça a été divisé en deux groupes, ça a été divisé en 7 meurtres et en 20 meurtres de l'autre côté. Je sais pas forcément pourquoi ça fait ça, et c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, je voulais juste présenter les faits parce que je trouve que c'est une histoire sordide. En plus de ça, on a des détails bien creepy. Ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que j'ai certes pas beaucoup de détails concernant l'enfance de Robert Pinkton, mais là où il se différencie d'autres tueurs, c'est que lui, il avait pas tout un contexte familial très compliqué. Certes, le contexte familial était un peu dur, il n'avait pas l'air aussi violent que d'autres tueurs par exemple, donc c'est un peu un tueur sorti nulle part. C'est mon avis perso, peut-être que je me fourvoie totalement, mais je serai prêt à l'entendre si c'est le cas. Si vous avez passé un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!